Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on a testé le Lumix GH6 et on va vous dire si ce qu'annonce Panasonic est vrai ou non. Juste avant de vous présenter les résultats de nos tests, on vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait la vidéo qu'on a réalisée sur les caractéristiques techniques du GH6 lors de sa sortie. On ne va pas revenir sur ce que l'on a déjà dit dans cette vidéo, ici le but c'est vraiment de tester le boîtier et de voir ce que l'on ne peut pas savoir sur une fiche de caractéristiques techniques. Tout d'abord, ce qui nous a particulièrement marqué quand on a pris le boîtier, c'est sa taille. Il est très imposant. On n'est plus du tout sur la compacité que l'on pouvait avoir sur un GH5, même si c'était déjà des boîtiers qui prenaient un petit peu de place. Là, le GH6, on est complètement sur un autre niveau. Le fait qu'ils aient rajouté le ventilateur, ça le rend vraiment énorme. Et au final, on est même plus imposant que certains plein format hybrides, comme par exemple l'Alpha 7 III de chez Sony. Donc l'argument de la compacité pour le micro 4/3, c'est toujours vrai pour les optiques qu'on peut mettre sur le GH6, mais le boîtier, c'est plus du tout le cas. Et justement, ce ventilateur, lorsqu'on a appris qu'il allait être présent dans le GH6, on se demandait si ça allait poser un souci pour l'enregistrement audio, puisque ça peut créer un bruit supplémentaire. Et au final, par rapport au test que l'on a créé, eh bien non, il n'y a vraiment pas de souci. On peut tout à fait utiliser le ventilateur et un enregistrement audio avec le boîtier en même temps. Il n'y a pas vraiment de gêne qui est créé par le ventilateur. Attention, là on parle pour des micros externes. Si vous utilisez le micro interne du boîtier, c'est possible que ça crée des soucis. Maintenant, le GH6, on l'utilise jamais avec un micro interne parce que c'est vraiment pas cohérent par rapport au type de production vidéo qu'on fait avec ce boîtier. Donc si vous utilisez le boîtier, le ventilateur ne posera pas de soucis pour l'enregistrement audio. Également, un point important, c'est le rolling shutter ou l'obturateur déroulant en français. C'est cet effet où l'image penche lorsque l'on bouge la caméra, puisque les capteurs des appareils photo enregistrent l'image ligne par ligne, donc la première est enregistrée un petit peu avant la dernière, et donc ça crée ce décalage et cet effet un peu gelé, où l'image bouge un peu dans tous les sens et est tordue. Ce problème-là, il est vraiment très faible sur le GH6. On en a un tout petit peu et effectivement, c'est tout à fait normal d'en avoir un tout petit peu sur ce type de boîtier. Maintenant, c'est absolument pas gênant. Dans les plans que vous filmerez, vous ne le verrez pas tout de suite qui vous saute aux yeux, comme ça peut être le cas sur certains capteurs plus grands qui posent souci. C'est aussi un avantage du micro 4/3, c'est que l'effet de rolling shutter est grandement diminué. En ce qui concerne la stabilisation, on est toujours excellent avec ce boîtier, c'est vraiment la grande force des boîtiers Panasonic. On l'a testé avec le 100-400 Panasonic, donc au final avec un équivalent 800 mm, et à main levée, vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien stabilisé. On n'a pas mis de ralenti, rien, c'est vraiment main levée complet. Et au final, vous voyez que le résultat est très impressionnant. Donc comme d'habitude, la stabilisation, c'est une grande réussite et vous pourrez tout à fait filmer en marchant avec ce boîtier, avec une optique avec un angle assez large. Maintenant, évidemment, ça ne remplacera pas non plus un stabilisateur externe. On a quand même des tremblements qui sont visibles dans l'image, mais c'est très impressionnant quand même. En ce qui concerne la basse lumière, qui est souvent un des points négatifs des capteurs micro 4/3, puisque comme ils sont plus petits que les autres capteurs, ils ont un petit peu plus de mal dans ces situations-là. Lorsqu'on monte justement la sensibilité du boîtier, eh bien jusqu'à 3200 ISO, on a des résultats vraiment satisfaisants. On peut se servir des plans sans utiliser de réduction de bruit en post-production. Par contre, quand on passe à 6400 ISO, on commence à avoir du bruit pas mal dans l'image, donc utiliser de la réduction de bruit, ça devient nécessaire. Mais si vous utilisez une bonne réduction de bruit, comme par exemple celle de DaVinci Resolve, eh bien vous aurez des résultats vraiment très satisfaisants et ça ne sera pas complètement flou comme c'est parfois le cas quand on a vraiment trop de bruit. Et par contre, à 12800 ISO, c'est absolument pas exploitable. Maintenant, évidemment, si on utilise un boîtier avec un capteur plein format, comme par exemple l'Alpha 7 III de chez Sony, on aura de bien meilleurs résultats, ça c'est logique à ce niveau-là. Et également, c'est possible que sur les exemples, vous ne voyez pas trop ce qu'on vient de vous annoncer, mais c'est lié à la compression de YouTube, on ne peut rien y faire à ce niveau-là malheureusement. Et cette amélioration de la montée en ISO du boîtier par rapport aux autres boîtiers Panasonic, c'est un vrai avantage également pour le mode de boost de plage dynamique, puisque lorsqu'on utilise ce mode avec du log, qui est la meilleure façon de l'utiliser puisque ça permet de gagner le plus de dynamique dans l'image, autrement dit, avoir des situations avec des très forts contrastes sans pour autant avoir des hautes lumières cramées ou alors des basses lumières beaucoup trop bouchées. Et bien ce mode-là oblige à utiliser l'appareil au minimum à 2000 ISO et avec cette amélioration de la sensibilité, eh bien ce n'est pas un souci, on a des plans qui sont complètement exploitables et avec un résultat très joli. Si vous souhaitez commander le GH6 ou tout autre matériel ou que vous voulez des conseils sur le matériel photo-vidéo,
Contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et comme on vous l'avait dit dans la précédente vidéo, Panasonic avait annoncé que la mise au point automatique continue en vidéo avait été grandement améliorée et qu'elle était devenue vraiment fiable. Et par rapport à notre test, c'est pas complètement vrai. Alors en effet, quand on a filmé avec le boîtier et qu'on regardait directement sur l'écran ce qui se passait, on avait l'impression que l'appareil était vraiment devenu complètement fiable au niveau de la mise au point automatique. Mais quand on a regardé les plans sur l'ordinateur, qui est la seule chose qui compte réellement, puisque c'est comme ça que les gens vont regarder vos vidéos, et bien là, on voit tous les soucis qui apparaissent. Alors, on le reconnaît, la mise au point automatique a été quand même grandement améliorée en vidéo, mais pour autant, elle n'est toujours pas fiable et elle n'est pas du tout au niveau des autres boîtiers dans la même gamme de prix. Puisqu'on a décidé, pour avoir une référence, de le comparer à l'Alpha 7 III de chez Sony, qui est justement connu pour avoir une plutôt bonne mise au point automatique en vidéo et qui est surtout fiable, on les a donc mis côte à côte, on a filmé en 4K à 25 images par seconde et on a comparé les deux en mise au point automatique continue avec le suivi de l'œil d'activer sur le GH6 comme sur l'Alpha 7 III. Le premier point, c'est que lorsque l'on filme une personne qui est fixe avec la mise au point automatique continue sur le GH6, il y a un effet de pompage sur l'arrière-plan qui est continuellement là. Il va en avant, en arrière, non-stop, puisque l'appareil en fait utilise toujours un mode de détection de contraste pour faire la mise au point automatique. Donc il a besoin d'aller chercher devant derrière pour savoir où est-ce qu'il faut faire la mise au point, et ça crée cet effet très désagréable sur l'arrière-plan. Ce qui n'est pas le cas notamment de l'Alpha 7 III en comparaison, puisqu'il utilise un mode de détection de phase et non pas de contraste. Et de manière générale, le GH6 est toujours un petit peu plus lent que l'Alpha 7 III pour suivre le sujet, pour récupérer le sujet lorsqu'il revient dans le plan. On a des résultats certes qui sont assez similaires, on est bien mieux que ce qu'on avait sur le GH5, et ces effets de pompage font qu'on ne peut pas utiliser la mise au point automatique continue dans la plupart des situations malheureusement. Maintenant, pour autant, l'Alpha 7 III n'offre pas non plus toutes les possibilités du GH6, il n'a pas du tout de mode 5,7K, il n'a pas de 4K à 120 images par seconde, ni même à 60 images par seconde, il ne va pas avoir pour autant du 422 10 bits en interne. Tous ces modes-là, on les retrouve uniquement sur le GH6, et ça fait que le GH6 va être très intéressant si vous voulez faire par exemple de la fiction, des situations vidéo où vous pouvez vous permettre d'être en mise au point manuelle, vous n'avez pas besoin de vous filmer vous-même, et où ce que vous préférez donc, c'est avoir la meilleure qualité d'image possible, et là effectivement le GH6, ça sera beaucoup mieux à ce niveau-là. Par contre, si vous voulez filmer des vidéos pour YouTube, clairement l'Alpha 7 III, ça sera bien mieux, puisque en mise au point automatique, ce sera fiable, vous n'avez pas du tout besoin pour YouTube d'avoir de la 4K à 120 images par seconde ou de la 5,7K, parce qu'au final, sur YouTube, c'est tellement compressé qu'on ne verra pas les gains de ce type de qualité. Contrairement au GH5, qui lui était vraiment bien pour les YouTubeurs à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore toutes les améliorations de mise au point automatique, et donc le GH5 était complètement cohérent pour du YouTube, ce qui n'est plus le cas pour le GH6. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre si le GH6 est fait pour vous ou non. Pour plus de vidéos dans ce style, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime, et nous, on vous souhaite une bonne journée, et on vous dit à bientôt.